Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Armées et Territoires sur le stand du ministère des Armées au Salon des Maires. Pour cette nouvelle rencontre, nous allons aborder l'impact environnemental du ministère des Armées dans les territoires à travers deux projets qui illustrent chacun à leur manière la stratégie défense durable 2024-2030 du ministère des Armées. Une stratégie qui met les territoires au cœur de ses actions et c'est ce qu'on va démontrer en nous rendant dans deux collectivités très différentes. On ira à Sissonne découvrir un projet de valorisation d'un ancien camp militaire, mais on commence sur l'ancienne base militaire de Creil dans l'Oise, située sur les communes de Creil, Verneuil en Alatte et Apremont pour découvrir le projet Place au Soleil. Pour cela, j'accueille le colonel Thomas Bardin, commandant le pôle interarmé Creil-Senlis, commandant la base de défense de Creil, délégué militaire départemental de l'Oise. Bonjour. Bonjour madame. Et monsieur François Morinck, vice-président du conseil départemental de l'Oise en charge du développement économique, vice-président de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte. Bonjour à tous les deux. D'abord, je me tourne vers vous, colonel Thomas Bardin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer aujourd'hui à quoi ressemble finalement ce site de l'ancienne base aérienne de Creil ? Alors ce site de l'ancienne base aérienne de Creil est aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit, le pôle interarmé Creil-Senlis. Son nom a changé puisque sa fonction a changé. D'une manière historique, il y avait une base aérienne parce qu'il y avait une piste aéronautique de laquelle décollaient les avions de chasse, puis après les avions de transport. Et cette activité aéronautique a été arrêtée en 2016 avec la fermeture de la piste aéronautique, non pas du site militaire, mais de la piste. Et donc aujourd'hui, on a un site qui est situé sur les trois communes, celle de Verneuil-en-Alatte, Creil bien évidemment, et Apremont. Et donc il est à cheval sur ces trois communes. On a un site qui, grossièrement, schématiquement, vous pouvez prendre une partie, vous avez 500 hectares. Vous avez la partie nord qui correspond à la piste, avec les aires de roulement des avions, qui est donc une partie inutilisée aujourd'hui. Donc partie nord, 250 hectares. Partie sud, la partie des bâtiments, où travaille tout le personnel de la base militaire. Donc voilà, schématiquement, très schématiquement, mais c'est important de le comprendre. Et j'ajouterai en termes de positionnement le fait que cette base militaire se situe un peu au milieu de la forêt. Enfin voilà, ça c'est important pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Donc voilà un peu le site. Donc un cadre naturel assez préservé. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et donc c'est sur ce site que le projet Photosol a vu le jour. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet ? Alors le projet Photosol est une déclinaison locale de Place au Soleil, du plan ministériel Place au Soleil. Donc plan ministériel qui vise en fait à utiliser les espaces justement non utilisés, type la partie nord du site de Creil, les utiliser pour produire de l'énergie solaire. Et donc la déclinaison locale à Creil, cette partie nord avec la piste, donc avant des avions, impossibilité de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, un terrain vaste de 250 hectares, non utilisé, plat, par évidence, étant donné l'ancienne nature et l'ancienne fonction de plat, donc qui est totalement propice à l'implantation de panneaux solaires. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère des Armées a mis à disposition, avec ce qu'on appelle un appel à projet. Donc un appel à projet, la Photosol a répondu, a gagné l'appel à projet. Et donc maintenant, elle est en charge de décliner l'implantation des panneaux solaires sur la zone nord. Voilà à peu près grosso modo. Donc sur les 250 hectares, elle va pouvoir utiliser 150 hectares pour l'implantation même des panneaux solaires. Le reste étant tout ce qui est compensation écologique, prise en compte de l'environnement, puisque le projet Photosol n'a pas été une simple implantation de panneaux solaires, c'est un véritable projet structurant qui a demandé énormément de réajustements pour la bonne prise en compte de la biodiversité dont je parlais par rapport à l'implantation particulière de la base. Je ne citerai qu'une chose, c'est une manière à vous imager mes propos, mais il a fallu prendre en compte la nidification du pipi de farlouse. Voilà, il fallait que je le place, mais en tout cas, c'est pour vous. C'est un petit oiseau piéton, en gros, et il nidifie à une certaine époque de l'année. Pendant cette époque de l'année, Photosol n'a pas le droit d'intervenir sur le site pour respecter la biodiversité et tout ce qui s'ensuit par rapport à cette nature
qui a repris un peu ses droits, eu égard à l'abandon de l'activité aéronautique de la partie nord. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était un jour assez important sur cette ancienne base aérienne de Creil. Vous nous racontiez juste avant qu'on commence ce podcast ce que vous avez vu ce matin. Donc en partant du site ce matin et en me dirigeant à la gare pour venir vous rejoindre, en passant à côté de la zone nord, j'ai vu que le premier panneau solaire avait été installé sur la première monture. Donc du coup, ça y est, c'est entre guillemets officiellement parti, même si ça l'était déjà. Mais on officialisera la chose, petite primeur aussi pour vous, certainement durant la première quinzaine de mars. Et on espère quel volume de production demain pour ce site? Ce qu'il est envisagé de la part de Photosol, c'est une production de 190 gigawattheures, donc ce qui ne parle absolument à personne. Non. Donc pour vous parler, c'est en gros la consommation de 85 000 foyers d'une manière annuelle. Okay. Alors ça parle un peu plus, et à moi le premier. Je me tourne vers vous, Monsieur Morin, qu'on vient de parler effectivement de cette production électrique qui est attendue, qui s'annonce importante. Pour vous, au niveau de la collectivité, quels sont les impacts que vous attendez de ce projet? Alors, avant tout, je voudrais compléter sur l'appel à projet. Parce que ce projet qui a vu le jour maintenant n'était pas forcément le projet initial et surtout vu par les élus. Donc il y avait d'autres projets qui avaient été imaginés sur la reconversion de la BA110. Bon, le fait est, c'est qu'il y a eu une décision qui a été prise de l'armée de faire cet appel à projet et que Photosol a été désigné pour ce projet. Le projet, comme vous le disiez, a subi des modifications depuis son départ, du fait justement de cette partie écologique. Alors nous, on est très fiers aussi, donc la collectivité, d'accompagner ce projet. Et on peut dire que la collectivité, la CCPEH, a joué un grand rôle dans la faisabilité de ce projet. Le fait est, c'est on avait acheté du foncier, pas très loin, de la BA110 pour du développement économique, sur notre territoire. Et au fur et à mesure des discussions qu'on avait avec les différents services de l'État, il y avait cette compensation écologique à faire. Donc on a quand même permis à cette compensation écologique par plus de 130 hectares que la collectivité avait acheté, qui a redonné, a revendu à Photosol, mais sans je pense, cet appui de la collectivité. Je pense que le projet n'aurait certainement pas vu le jour. On pourrait en discuter avec Photosol, ils en sont très conscients. Alors, vous le disiez aussi, le projet, on pourrait dire, il a fondu comme neige au soleil sur sa surface. Alors, heureusement, la technologie a aussi beaucoup évolué, puisque maintenant, les panneaux sont beaucoup plus performants que même en 2020, puisque ce projet date vers 2018-2020. Donc les panneaux ont une meilleure performance. Donc la surface qui a été diminuée est compensée par cette nouvelle technologie. Par contre, ce n'était pas forcément en faveur de la collectivité. Parce que, on va en parler, il y a aussi des recettes fiscales qui vont arriver sur notre territoire. Je parle bien du territoire parce que c'est un peu plus de 600 000 € qui vont être partagés entre le département de l'Oise. Vous parliez des intercommunalités, c'est 3 intercommunalités. Vous parliez des communes, c'est 3 communes également. Donc un peu plus de 600 000 € qui vont être redistribués à ces différentes collectivités. Donc c'est quand même, surtout à notre époque, quelque chose qui est important pour nous. Vous parliez également, et c'est pour ça qu'on en est fiers, c'est 85 000 habitants. Alors si on compare la consommation de 85 000 habitants pour notre comité de communes, c'est quasiment plus du double, les 35 000 habitants. Donc vous voyez, ça montre aussi l'effort, et moi je suis un élu qui croit réellement que les énergies renouvelables sont nécessaires. C'est une énergie propre. À l'époque où on est, où la difficulté qu'on peut avoir à s'alimenter avec l'international, etc., là c'est une énergie qui restera là, qui peut pas, et qui vient de nulle part que de notre soleil. Donc ça c'est important. Un motif de fierté pour bien les sûr, collectivités. une écologie, une énergie propre,
donc, qui alimente quand même 85 000 personnes, c'est important. Donc, je crois que c'est la deuxième ferme photovoltaïque de France, ça sera. La deuxième ferme photovoltaïque de France est important. Des recettes fiscales pour la collectivité. Donc, oui, c'est un projet qu'on a voulu, qu'on a accompagné. Et je me rappelle de réunions en préfecture, justement pour négocier cette compensation écologique. Je vous garantis qu'il y a eu des périodes où on s'est demandé réellement si le projet allait aboutir. Donc, alors que les services de l'État, l'armée, c'est l'État aussi, et alors qu'on avait le préfet qui nous demandait des tas de choses en disant oui, mais il y a une compensation, parce que bien sûr, le monde agricole, donc, puisque vous disiez, on n'est pas très loin du monde là, de champs, de bois, donc cette compensation écologique, bien sûr, ce n'est pas pour faire un élevage ou une agriculture intensive, c'est bien pour faire de l'écologie. Et aujourd'hui, ce projet commence à voir le jour avec cette installation du premier panneau solaire. Merci à tous les deux. Et maintenant, à quelques encablures, on se rend dans la commune de Sissonne. Et pour cela, j'accueille le lieutenant-colonel Darondo, chef du bureau camp infrastructure opérationnelle au Sanzub 94e RI. Loïc L'Église, conservateur des espaces naturels au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France en tant que chargé de mission territoriale. Et monsieur Christian Van Obel, maire de Sissonne. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez d'abord nous aider à décrire ce site du camp d'entraînement ? Décrire ce site. Alors, on pose des questions à l'envers, c'est-à-dire que... Non, oui, pardon, je vais rapprocher. Donc, le camp militaire... Le camp militaire comporte à peu près 6 000 hectares. C'est 6 000 hectares de camp militaire. Et juste à côté de Sissonne, donc, il y a une autre zone qui est les Marais de la Souche, où il y a 3 000 hectares. Sissonne est donc situé un peu entre ces deux atmosphères, ces deux réserves de biosphère, on pourrait dire. Et le fait qu'on ait une intervention du conservatoire au niveau du camp militaire, pour nous, c'est quelque chose, une sorte de poumon vert qui est au niveau local et qui, pour nous, est quelque chose de très, très intéressant. Je pense qu'en fait, ils auront plus à même d'expliquer. Je vais demander au colonel de nous raconter à quoi ressemble finalement ce camp militaire aujourd'hui. Donc le camp militaire de Sissonne, dans sa configuration actuelle, date de 1914. Donc les 6 000 hectares d'un bloc sont constitués. Donc c'est un territoire qui n'a pas connu ni industrialisation, ni de produits phytosanitaires divers et variés, pas de culture, etc. Donc en fait c'est un bijou qui a été préservé tel qu'à l'origine il était. Donc on a 2500 hectares de bois, 2500 hectares de prairies, de pelouses, qui nécessite d'être entretenu pour pouvoir permettre de continuer l'entraînement opérationnel des forces armées. Monsieur L'Église, je crois que c'est un espace qui a des particularités d'un point de vue environnemental. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors le camp de Sissonne, comme les autres camps de Champagne, abrite des habitats naturels remarquables. Comme l'a dit le colonel, il y a peu d'impact humain et on retrouve des grands ensembles, notamment des grands milieux ouverts de pelouses sèches sur des grandes surfaces, et c'est un héritage du paysage d'antan où il y avait encore énormément de pâturage autour de Sissonne et dans toute la région. Donc on est sur des grandes étendues, c'est de la steppe en fait, très sèche, et ce sont des habitats assez remarquables. Et sur ces habitats-là, on retrouve une faune et une flore exceptionnelles, dont la plupart des espèces sont protégées dans les Hauts-de-France et pour certaines au niveau national. Donc il y a une grosse responsabilité. Il me semble qu'il y a des espèces qui sont vraiment typiques de cette zone, qu'on ne retrouve qu'à cet endroit. C'est ça. Donc, par exemple, l'anémone sauvage, c'est la dernière station au niveau national. Et pour l'Europe de l'Ouest, c'est une des dernières stations. Donc il y a une grosse responsabilité à préserver cette plante-là pour les générations futures. Donc en fait, on a un vrai parc naturel au sein de cette base militaire, c'est ça ? Exactement. Et en fait, il n'y a pas de délimitation physique d'un secteur à l'autre. Et c'est là où tout le travail entre le camp et le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France a lieu, où en fait,
À l'origine de la création du centre d'entraînement au combat en zone urbaine, il y avait donc une volonté de construire une ville qui se trouve à l'endroit où elle avait été imaginée. Il y avait cette station d'anémones sauvages. Et donc là, les relations et les discussions avec le conservatoire qui nous a demandé s'il était possible de construire cette ville 500 mètres plus au sud, de créer des espaces tactiques qui permettraient de protéger la plante. C'est ce qui a été fait par le biais de merlons en fait, qui permettent de canaliser une troupe pour accéder dans la ville. Et c'est vraiment le point d'origine de ce partenariat qui dure depuis maintenant 20 ans avec le conservatoire. Et on se diversifie donc de plus en plus. Donc en termes d'activité, on parlait de gestion de prairies et de pelouses. Pour ça, quoi de mieux que de faire venir des ovins, des bovins. Donc au début, on a monté en gamme tranquillement, que ce soit en nombre d'ovins, mais également en participation extérieure. Et donc aujourd'hui, on a une véritable transhumance au sein de ce camp militaire. Tous les 2 ans, en lien avec le conservatoire et donc les communes qui sont traversées, une transhumance qui nous amène 800 moutons et avec 600 participants extérieurs. Mais là, c'est vraiment Loïc, c'est le domaine de Loïc sur cette activité particulière. Donc n'importe qui peut venir participer à la transhumance dans le camp militaire. C'est bien ça. L'idée à la base, ça a été d'expliquer aux gens, de créer un événement pour partager déjà à ce moment-là avec les gens, qui est une activité plutôt rare dans les Hauts-de-France. Et donc l'idée, c'était d'ouvrir au grand public le nombre, de nous accompagner pour faire venir les brebis sur le camp. Donc c'est un moment festif où il y a un michoui le midi, on organise un marché des producteurs le soir, donc ça permet aussi que les éleveurs communiquent sur leur travail, hein, et ça nous permet de communiquer sur le partenariat mis en place avec le camp, le conservatoire et les éleveurs et la commune. Donc on est vraiment sur un partenariat gagnant-gagnant. Eh bien, je me tourne vers vous, Monsieur Van Obel. Comment est-ce que cette nouvelle activité rayonne finalement sur la commune ? La notion de transhumance, c'est vrai que c'est un moment convivial auquel je participe régulièrement. Il y a quand même 21 km, hein, donc c'est quand même... et ça s'étale sur la journée, donc c'est très très bien. Mais c'est vrai que ce moment convivial est partagé par la partie de la population, mais ça s'étend en réalité, cette promenade-là, sur toute la région rémoise. En fait, on va chercher des marcheurs sur une distance assez importante. Et donc c'est vrai qu'il y a ce projet-là de transhumance, mais il n'y a pas que ça en fait que ça amène, puisqu'en fait on a la chance également d'avoir été en partenariat avec l'Éducation nationale, une aire terrestre éducative qui permet donc à une classe nature de développer aussi une relation avec la biodiversité. C'est-à-dire qu'en même temps il y a des visites au niveau du camp militaire, au niveau des enfants, et également par l'intermédiaire de la classe défense qui est également au niveau du collège, puisque c'est juste à proximité immédiate. Et puis donc cette aire terrestre éducative qui permet donc de prendre conscience aussi de la sauvegarde de la biodiversité. Et colonel, je crois que ce projet de transhumance, vous aviez commencé à nous l'expliquer, mais ça s'intègre dans une démarche qui est très globale de préservation de ce site et de son environnement. Exactement. Typiquement, cette transhumance, ça permet à des gens qui, en règle générale, n'ont pas à accéder à l'intérieur d'un espace militaire, de pouvoir y rentrer. Donc moi, lorsque la transhumance a lieu, j'explique ce que l'on y fait. Et typiquement, qu'est-ce qu'on fait d'autre sur le camp pour la biodiversité ? On participe avec le conservatoire et la société de chasse militaire du camp de Sissonne au plan national des messicoles, donc pour introduire un certain nombre de plantes qui poussent au moment des cultures et qui, liées aux produits phytosanitaires, ont une tendance à disparaître, à avoir une banque de graines qui disparaît. Et bien on réimplante ces plants sur les cultures AJB dans le camp. On est également sur le projet piège carbone. Voilà, on a 2500 hectares de forêt. Il faut pouvoir étudier quel impact ça a. Et le camp, en fait, étant un espace préservé, il a ce rôle de capteur carbone. Monsieur L'Église, est-ce que vous aviez d'autres éléments à apporter ? Non, il est très complet. Oui, non, mais l'idée, voilà, c'était c'est un réservoir de biodiversité. Donc, pour nous, professionnels de la nature,
un bureau à ciel ouvert. Donc effectivement, il faut être vigilant pour arriver à concilier à la fois l'activité militaire et la préservation du patrimoine naturel. Donc c'est des échanges assez réguliers avec le camp et le fait de travailler depuis 20 ans dans ce partenariat-là, on s'inscrit dans la durée et les bonnes relations qu'on a et l'échange et le dialogue entre personnes fait qu'on arrive à préserver ce patrimoine et à le rendre compatible avec l'activité militaire. Et si on veut participer à la prochaine transhumance, comment on fait? Où est-ce qu'on s'inscrit? C'est à quelle date? 2026. Alors, ça sera dans 2026. Donc, généralement, c'est à l'arrivée des brebis, donc c'est mi-mai. Il faut aller sur le site internet du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Mais on donne les derniers moments l'adresse parce qu'en fait, il y a énormément de demandes. On refuse beaucoup de monde. On refuse beaucoup de monde. Donc, il y a des gens qui viennent d'Alsace, de partout. Donc, on est un peu victime de notre succès, mais voilà. Donc, faut consulter le site. Merci beaucoup à tous les trois et merci à tous de nous avoir présenté ces très beaux projets. Merci de nous avoir suivis donc, pour ce deuxième podcast. Rendez-vous demain pour la suite de la programmation.